messieurs, chers collègues et chers amis, je voudrais vous proposer de mettre en contexte, de mettre en perspective historique cette technique d'encadrement de la recherche qui est la technique du comité d'éthique. Alors c'est une affaire qui remonte, je vais le montrer, disons aux années 60, outre-Atlantique aux États-Unis, où s'imposent progressivement les comités de revue préalable de projets de recherche sur l'être humain. Et je voudrais tout de même, là aussi pour planter le décor du décor, si on peut dire, vous inviter à considérer ce propos qui est celui d'un directeur du Clinical Center du NIH. Et ce Clinical Center, c'est cet énorme hôpital de recherche construit par le NIH à Bethesda, Maryland, donc de la banlieue de Washington, en 1953, et qui est un hôpital de 500 lits, 1000 laboratoires, dédiés entièrement à la recherche médicale sur l'être humain. Donc ce n'est pas un hôpital où on soigne, c'est un hôpital où l'on cherche. Donc on voit qu'en 1965, 12 ans après la création de cette institution, c'est quand même pas gagné cette idée qu'on va soumettre les projets de recherche à des comités dans la composition desquels on va trouver des personnes concernées, des malades, des représentants d'associations. On est encore dans une culture qui est une culture très médico-centrée pour tout ce qui concerne l'encadrement des recherches médicales. Alors je voudrais que nous partions de ces deux, qui sont en fait trois, piliers processuels de l'encadrement de la recherche sur l'être humain, le consentement, sur lequel on ne va pas revenir, qui est quelque chose qui est extraordinairement bien connu en 1965, à l'époque où le propos que j'indiquais était tenu. C'est quelque chose qui est parfaitement connu en principe, qui est rappelé par le Code de Nuremberg, donc par le jugement du procès Nuremberg, dont le Code de Nuremberg est extrait. Le consentement est absolument obligatoire avant d'inclure un patient dans la recherche. C'est quelque chose qui est connu dans le droit en France depuis au moins 1859, une magnifique jurisprudence du tribunal correctionnel de Lyon qui condamne 2 médecins qui avaient expérimenté sur un enfant à fin de curiosité scientifique. Il s'agissait de savoir comment se transmettait la syphilis. Donc on injecte du pus syphilitique à un enfant de 10 ans qui était venu dans un service de vénérodermatologie, ces disciplines étant liées, pour soigner une teigne. Et voilà, donc là, ça provoque une certaine émotion parce que les médecins publient tout à fait benoîtement le résultat de leur recherche. Le parquet de Lyon tombe sur la publication et tout de même, attrait les 2 médecins devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures. C'est totalement interdit de faire ce genre de choses. Le privilège médical, c'est pour soigner, c'est pas pour expérimenter, à faire une curiosité scientifique. Les 2 médecins sont condamnés à 10 francs d'amende, peut-être une somme à l'époque. L'un des 2 médecins, le chef de service, c'est Antoine Gailleton. Antoine Gailleton, qui est le fondateur de l'école de l'Anticaille, de dermatologie et vénérologie, et qui a été maire de Lyon pendant 30 ans après. Donc il n'y a pas un niveau, si vous voulez, de sanction morale et de stigmatisation qui est énorme à cette époque. Mais enfin, on sait ça depuis toujours. On le sait très bien depuis Nuremberg. En pratique, ça n'a pas d'effet avant, disons, le milieu des années 60 et globalement le milieu des années 70. Alors la revue de projet par un comité indépendant, préalable à la recherche, à la mise en œuvre des recherches, ça c'est une invention américaine et qui n'est pas non plus sans histoire, on va le voir, sans archéologie. Le premier Institutional Review Board, c'est quelque chose qui naît dans le contexte de ce milieu des années 60 au NIH, dans l'environnement du Clinical Center. Je dis que c'est quelque chose qui n'est pas sans histoire, sans archéologie, car au fond, les historiens de la revue par les pairs ont bien montré que cette technique est une technique assez ancienne. On l'a fait remonter à la naissance des académies, Royal Society à Londres, 1762, l'Académie royale, 1699, ces académies étant titulaires du privilège d'un privilège de publication particulier. Vous savez que pour publier à cette époque-là, il faut avoir un privilège royal de publication. Les académies sont dotées
d'un privilège de publication qu'elles exercent pour leur propre compte, Académie royale, donc c'est une grosse institution, et elles assurent également la censure. C'est une technique de censure, en même temps qu'une technique d'augmentation, d'amélioration de la qualité scientifique. C'est d'abord une technique de censure contre l'a priori, et ça devient rapidement, progressivement, plus que rapidement, une technique d'amélioration de la qualité scientifique des communications. Donc c'est le premier Committee on Papers qui est mis en place par la Royal Society pour filtrer les propositions de communication dans les Philosophical Transactions, qui est le grand journal de la anglophone de l'époque. Alors, on a donc des traces de cette technique, et je voudrais montrer que la technique ne fait pas tout, et en réalité, ce qui va contribuer à l'imposer, ce qui est le moteur de l'histoire réglementaire en matière de recherche clinique, eh bien, ce sont d'abord les horror stories de la recherche. Et je voudrais présenter rapidement deux histoires abominables, celle de la thalidomide, que j'imagine certains connaissent, en tout cas de nom, puis celle de l'expérience abominable de Tuskegee aux États-Unis, qui sont deux séismes qui vont avoir pour effet de vraiment contraindre, disons, les États-Unis, premier pays expérimentateur, donc avec une onde de choc qui va se propager dans le monde entier, amener à une formalisation et un durcissement en réalité des réglementations encadrant la recherche sur l'être humain. Alors il y a un autre moteur de l'histoire réglementaire qui est souvent négligé mais qui est absolument fondamental, c'est l'exigence des éditeurs de journaux scientifiques qui à un moment donné vont décider de ne plus publier les recherches qui ne satisfont pas aux critères de la déclaration d'Helsinki, révision 1975. Alors la thalidomide, ça se passe dans les années 60. Un certain nombre d'entre nous dans cette salle étaient nés en 1960, ce n'est pas les Gaulois quand même. Il s'agit d'un médicament qui est mis sur le marché en 1957 par le laboratoire Grunenthal, qui est un laboratoire qui continue à exister, spécialisé dans les analgésiques. Alors c'est un tranquillisant, un analgésique qui est diffusé très très largement en Europe, en particulier en Allemagne, pays de l'inventeur, mais aussi au Royaume-Uni et en Italie dans une moindre mesure, pas en France, pour une raison qui est purement d'absence d'accords commerciaux. Donc on a échappé à cette catastrophe sanitaire grâce à l'absence d'accords commerciaux, mais enfin tout ça s'est passé très très près de chez nous. Donc ce médicament est très largement prescrit, et en particulier pour les nausées matinales de la femme enceinte, mais également, comme c'est un très bon médicament, eh bien, il sert à des tas de choses, il sert aussi à calmer les enfants qui sont un petit peu énervés de manière inhabituelle, donc on leur donne ça pour les calmer. Bon. On commence assez vite, en 1959, à avoir des doutes en Allemagne sur ce médicament parce que les femmes qui en prennent ont quand même des enfants qui naissent mal formés. Il y a des avortements aussi spontanés dans un nombre qui, à l'échelle d'une patientèle de gynécologue, par exemple, va alerter tout de même les médecins. Il y a des doutes. En 1960, ce sont les pédiatres et les épidémiologistes qui commencent à construire des investigations sur le phénomène. À l'été 60, les autorités allemandes prennent la mesure de ce qui est une épidémie en fait, de phocomélie, donc d'enfants qui naissent sans bras ou sans jambes. 1961, oui, tout ça c'est une histoire qui va assez vite, quelques années. Un généticien allemand, Lenz, gynécologue et épidémiologiste australien, McBride, établissent séparément la responsabilité de la thalidomide, du cotergan allemand, dans cette épidémie de phocomélie, à travers donc, un certain nombre de publications qui mène fin 1961 au retrait du cotergan en Allemagne. Alors il y a une histoire très intéressante, c'est aussi la naissance de la pharmacovigilance, ce scandale de la thalidomide. L'organisation de santé allemande est extrêmement décentralisée et donc l'info met beaucoup de temps à remonter. Et il y a une histoire terrible de Lenz essayant de trouver un interlocuteur pour prévenir de sa découverte des effets terriblement néfastes du cotergan.
On estime au total à 8 à 12 000 naissances d'enfants mal formés liés au Kotergan, donc avec environ 5 000 survivants. Et donc, ce n'est pas, comment dire, une petite affection, une petite malformation. Donc ça, ce sont les enfants thalidomides, donc à peu près 5 000 ayant survécu. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Aux États-Unis, il y a une demande d'AMM. Le produit a très bien marché en Allemagne, très bien marché en Angleterre. Il est confié en distribution à un laboratoire qui s'appelle Merrell, qui va donner Merrell Dow Chemical un peu plus tard. C'est le laboratoire qui fait Vicks, c'est à l'origine. Et donc, qui demande une AMM, donc la New Drug Application, la NDA américaine, et se heurte à une résistance qui va être qualifiée un petit peu plus tard d'héroïque d'un médecin qui vient d'entrer au FDA. Il y a 7 ou 8 médecins qui s'occupent de contrôler les dossiers de demande d'AMM. Ce n'est pas beaucoup pour tous les États-Unis. Ce médecin, le docteur Frances Kelsey, a été bien formé à Chicago. Elle a une expérience de la pharmacologie. Elle sait que probablement la thalidomide passe la barrière placentaire. Elle est depuis un mois, c'est son premier poste à la FDA. Elle voit le dossier présenté par Richardson Merrell et elle refuse de donner l'autorisation de mise sur le marché, en demandant des preuves que le produit est inoffensif, en particulier pour les femmes enceintes. Alors on verra en fait plus tard que vraiment Frances Kelsey a eu le nez creux, pas seulement parce qu'elle a empêché le produit d'arriver aux États-Unis, mais aussi parce que quand on a déroulé ce qui s'était passé, on a vu que les expérimentations sur l'animal avaient été très mal faites et qu'on avait raté en particulier les expérimentations qu'il aurait fallu faire à telle période de la gestation et qui, tout immanquablement, sur les modèles animaux, faisaient des malformations. Alors l'histoire est agitée, les pressions du laboratoire sont énormes, le docteur Kelsey continue de refuser l'AMM. Pendant ce temps-là, l'affaire européenne se déclenche, mais jusqu'à la fin, le laboratoire retire sa demande en 60 et jusqu'à la fin, ils vont prétendre qu'il n'y a aucun lien entre l'épidémie européenne et le médicament. En avril 62, l'information par la grâce d'un article de communication scientifique d'abord, puis d'un article de Washington Post, devient une affaire absolument publique. Et c'est l'héroïsation de ce docteur de la FDA, le docteur Frances Kelsey, qui se voit attribuer à la fin des années 62 la plus haute distinction civile américaine des mains du président des États-Unis pour avoir sauvé l'Amérique de cette abomination. De fait, aux États-Unis, on a seulement 17 enfants victimes. Alors, comment peut-on avoir 17 enfants victimes? C'est qu'il y a encore à l'époque une pratique qui est celle de la distribution d'échantillons gratuits aux médecins de médicaments under investigations. Donc 20 000 doses distribuées, 17 enfants victimes. Et c'est rien par rapport évidemment aux victimes qu'il y a eu ailleurs. C'est rien par rapport au scandale qu'il y a eu en Italie, c'est-à-dire que après le retrait du médicament sur le marché allemand, pendant 10 mois encore, on distribue le médicament en Italie. La conséquence principale, c'est vraiment un effet de focalisation extraordinaire sur la pertinence de l'encadrement réglementaire en santé. Évidemment, l'héroïsation de Kelsey n'est pas tout à fait gratuite. C'est aussi une façon de rendre hommage à la capacité des États-Unis de se défendre contre l'invasion de médicaments mal testés. C'est le point de départ d'un mouvement réglementaire extrêmement actif qui va conduire aux États-Unis donc aux premières grandes réglementations contraignantes sur la question du médicament. Ça va conduire également à la déclaration d'Helsinki. Le monde médical prend peur à cette époque-là. On va voir apparaître une réglementation faite par des non-médecins. On va perdre complètement le contrôle sur cette affaire. On est en 1964, déclaration d'Helsinki. On est pratiquement 20 ans après Nuremberg quand même, et il ne s'est rien passé entre. Donc déclaration d'Helsinki qui est très mesurée, qui est très en retrait par rapport au texte du Code de Nuremberg. En Europe, la première directive européenne sur l'AMM qui oblige à avoir des essais, la production dans le dossier d'AMM d'essais donc sur l'être humain. Alors le deuxième moment fort de cette histoire, qui n'est pas une histoire si ancienne, c'est l'expérience de Tuskegee. Vous avez peut-être entendu parler de cette expérience sur la syphilis, qui est c'est pas une expérience, c'est une cohorte en réalité observationnelle,
qui commence en 1932 à Tuskegee, Alabama. Ce n'est pas tout à fait par hasard, c'est un endroit où il y a une tradition d'activités associatives pour la promotion des droits, en particulier des droits des communautés noires américaines, qui est extrêmement importante. Et en fait, cette étude, elle est installée à Tuskegee parce qu'elle reçoit un accueil favorable, et même il y a une demande des associations noires pour qu'on vienne étudier le métabolisme de la syphilis sur les populations noires, pas seulement des cohortes sur les blancs. Cette étude, donc, inclut 600 sujets, 399 personnes atteintes de la syphilis et 291 témoins. Et l'idée est de suivre, on n'a pas de traitement avéré contre la syphilis à cette époque, c'est de suivre l'histoire naturelle de la syphilis quand elle n'est pas traitée chez les Noirs américains. 1936, première publication. 1940-1941, le risque de guerre mondiale, les gens de la cohorte qui vont à l'armée, il y a une petite pastille rouge qui dit attention, membres de la cohorte de Tuskegee, ne pas traiter, en particulier avec les sulfamides ou la pénicilline. En 1945, retour de la guerre, la pénicilline et le traitement avéré contre la syphilis, et on continue. Alors là, ce n'est pas une piqûre d'un vaccin qu'on leur fait, là c'est une prise de sang, hein, toujours dans le cadre de cette étude de cohorte. Donc on ne soigne pas. On attend 1968, vous voyez, c'est quand même long cette histoire, avec un lanceur d'alerte célèbre, Peter Buxton, qui est un Pragois d'origine, travailleur social dans le coin, qui apprend en fait cette histoire et qui trouve ça absolument épouvantable et qui tente d'alerter les autorités américaines. Tout ça, c'est le US Public Health Service qui fait ça. C'est vraiment l'institution dont dépend le CDC, toutes les grandes institutions de santé américaines. Il n'a évidemment aucun succès. Sauf que le CDC se sent obligé d'aller redemander en fait un appui officiel aux sections locales de l'AMA et à la section locale du NMA, c'est le National Medical Association, qui est l'association des médecins noirs américains, qui donne un soutien officiel à cette étude de cohorte. Alors tout ça ne dure pas très longtemps après, 1972, l'affaire éclate dans la presse à l'initiative de Buxton qui a alerté les médias, hein, lanceur d'alerte, le whistleblower. Et là, on a évidemment quelque chose qui se déclenche dans la presse et qui devient un séisme déontologique absolument majeur. On parle encore aux États-Unis du Nuremberg américain pour parler de cette histoire. Hein. C'est vraiment un choc qui est terrible et qui va donner lieu après l'arrêt de l'étude à la suite de cette campagne de presse, cette révélation par la presse, à des excuses officielles du président Clinton. Et donc, vous voyez, avec un certain temps de retard, il va falloir 25 ans pour que les États-Unis s'excusent d'avoir laissé conduire cette étude de cohorte. Alors, les conséquences de cette affaire, donc, qui éclate en 1972, c'est quelque chose qui est central pour nous tous. C'est le National Research Act américain, qui est la grande loi fédérale sur la recherche, et qui va évidemment être un signal extrêmement fort. C'est-à-dire que les médicaments qui ne sont pas testés dans les conditions requises par le National Research Act ne peuvent pas pénétrer aux États-Unis. Donc l'onde de choc, si vous voulez, pour l'ensemble des pays expérimentateurs est absolument majeure. La loi de 1974 nomme une commission nationale de bioéthique, National Commission, qui va donner le fameux rapport Belmont. Le rapport Belmont, c'est le rapport qui établit les 3 principes que Mme Chen a rappelés, bienfaisance, justice, autonomie. Hein, donc les principes fondateurs de l'éthique de la recherche. Autre conséquence, c'est la révision de la déclaration d'Helsinki 75, qui là, pour le coup, impose de manière inconditionnelle le consentement libre et éclairé du sujet de recherche, ce qui n'était pas le cas dans la déclaration 64. La déclaration 64 disait « dans la mesure du possible hein, » pour les expériences thérapeutiques. Et c'est aussi le texte qui consacre l'obligation d'un protocole écrit et d'une revue préalable sous forme d'une évaluation bénéfice-risque. Donc c'est la consécration des Institutional Review Board, dont les comités d'éthique de la recherche, sur le modèle desquels les comités d'éthique de la recherche partout dans le monde vont être établis. Dans la déclaration d'Helsinki 75, il y a l'article 8 qui dit que les comptes rendus d'expérimentation qui ne satisfont pas aux conditions de la présente déclaration
ne devront pas être publiés. Les éditeurs de journaux américains, réunis dans un groupe informel qu'on appelle depuis le groupe de Vancouver, se réunissent à Vancouver. C'est ça qui va donner naissance à l'International Committee of Medical Journal Editors, et qui annoncent qu'ils vont prendre au sérieux les recommandations de la déclaration d'Helsinki et qu'ils ne publieront plus de recherches qui ne satisfont pas aux conditions posées par la déclaration d'Helsinki. Ça, c'est un séisme, là aussi, à l'échelle internationale, parce qu'effectivement, les revues commencent à refuser les papiers qui sont des comptes rendus de recherche biomédicale où on ne peut pas montrer qu'il y a eu un consentement qui a été donné, qu'il y a eu une revue préalable du projet. Alors en France, ça déclenche, comme partout dans le monde, une époque qui est l'âge d'or des comités, c'est les années 80, pour répondre aux exigences posées par les éditeurs, pour les exigences de publication biomédecine, publish or perish. Il n'y a pas le choix, il faut se ranger. Donc on voit se créer spontanément, un peu partout en France, des comités d'études, des comités d'éthique de la recherche qui revoient les protocoles et qui délivrent un avis de comité d'éthique. La création du Comité national d'éthique en 83, l'initiative de Jean Bernard, tout ça vient de l'INSERM également, arrive à cette époque. Et puis nous avons la grande loi de 88, la loi Hurier, qui, elle, arrive et impose les comités consultés de protection des personnes à la recherche biomédicale, les CCPPRB, qui sont devenus les CPP maintenant, Comités de protection des personnes, et qui vont conduire à l'extinction de ces comités, puisque là, le dispositif de revue, il est totalement institutionnalisé, il est posé en fait comme une condition qui est une condition légale. Donc c'est l'extinction de ces comités de la recherche, donc, qui ont duré une dizaine d'années, le temps que la loi prenne le relais de cette organisation, qui était une organisation relativement hétérogène et spontanée. Alors il reste un certain nombre de recherches qui ne sont pas couvertes par les CCPPRB ou les CPP, en particulier les recherches en épidémiologie, des recherches en SHS en santé, et qui progressivement se trouvent pour la publication avec des exigences qui sont des exigences qui se construisent et qui s'accroissent des éditeurs de journaux et des funders, enfin des financeurs européens en particulier, qui commencent à exiger pour ces recherches aussi un avis de comité d'éthique. Rentrons jusqu'au bout dans cette technique de contrôle a priori des recherches, sinon vous n'aurez pas de financement, et si vous avez un financement, vous n'aurez pas de publication à l'échelle internationale. Épidémiologie, SHS, et je voudrais dire un mot sur les études en sciences humaines et sociales. L'un des grands effets de la loi Hurier, ça a été un espèce d'assainissement des recherches biomédicales en France, une élévation très conséquente du niveau de qualité, c'est-à-dire l'élimination de toutes ces habitudes de recherche avec des protocoles des produits qui étaient testés en ouvert, sans groupe témoin, sans protocole écrit et sans aucune déclaration à qui que ce soit. En 1995, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, en travaillant sur l'évaluation des effets de la loi Hurier à l'assistance publique, le problème c'était les recherches sauvages, c'est-à-dire c'était ces investigateurs qui arrivaient à la direction de la paix et disant écoutez, voilà, j'ai 95 personnes sous protocole, il paraît qu'il faut faire des papiers. Ça a mis un certain temps à se développer. Donc là, on est arrivé quand même assez rapidement à une situation qui a été très bénéfique pour le niveau de qualité de la recherche. Alors, sur les SHS, les recherches en épidémiologie, les recherches observationnelles, qui ne sont pas les recherches avec une intervention biomédicale, nous avons un texte qui est celui de la loi Jardé, qui réforme donc la loi Hurier, elle-même modifiée plusieurs fois, et qui dispose, là pour le coup, pour l'ensemble des recherches, y compris observationnelles, intéressant la santé et impliquant des personnes humaines, avec une position très ambiguë dans l'interprétation qu'on peut faire du texte sur la position des recherches en sciences humaines et sociales en matière de santé, les recherches anthropologiques, des interviews, choses comme ça. En sciences sociales, en psychologie, le problème est réglé parce que c'est déjà depuis longtemps, pour des raisons historiques, dans les lois sur la recherche biomédicale. Mais l'inclusion de ces recherches en SHS dans le cadre de la loi, donc avec révision ou revue préalable par les comités de protection des personnes, est envisagée de manière extrêmement précise par les groupes qui ont travaillé sur les textes d'application
de la loi Jardé. J'ai fait partie d'un de ces comités d'experts et le débat est extrêmement vif, mais enfin la tendance, elle est quand même à l'inclusion des recherches en sciences humaines et sociales en santé dans le périmètre de la loi. Alors la loi, c'est un ectoplasme, hein, comme c'est en fabriquer le pouvoir exécutif quand il ne publie pas les textes d'application qui vont permettre à la loi d'entrer en vigueur. Donc actuellement, la loi Jardé de 2012 n'est pas en vigueur. Nous sommes sous le régime de la loi de 88. Je termine pour dire que les exigences des financeurs européens, c'est des éditeurs scientifiques, sur le modèle nord-américain, sont en train d'envahir le champ des sciences humaines et sociales. C'est une chance, probablement, c'est aussi certainement un risque, et on a vu, en particulier au Canada, des débats extrêmement vifs sur la dérive administrativo-judiciaire des comités de revue de projet en matière de sciences humaines et sociales. Alors voilà, pour conclure ce panorama ou cette façon de planter le décor, je voudrais dire sur les SHS que probablement ce mouvement d'inscription, d'alignement sur le cadre ou le mode d'encadrement des recherches en biomédecine je pense que c'est incoercible. Je pense que le diable est déjà dans la boîte et qu'il faut que nous nous préparions, gens de sciences humaines que nous sommes, travaillant en santé, à nous aligner sur le niveau d'exigence qui est celui des recherches en biomédecine. Et évidemment, je vous remercie avec ce diable qui sort de sa boîte que je vous soumets. Merci.